Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de faire un vrai choix pour faire les choses bien, de street art, d'évoluer, de passage du temps, de scruter l'intégralité de la Roumanie sur Google Earth, de jouer au chat et à la souris, de Tchernobyl, nouveau Disneyland, d'exposer ses photos dans la rue, d'autopublication, de ne jamais attendre un avion, de jungle urbaine et d'un escalator rouge vif, de ne pas se spoiler, mais surtout, on parle d'être un street artiste qui devient un photographe, qui redevient un street artiste à travers sa photographie. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Jonc. Et bonjour Jonc. On dit Jonc, on dit pas Jonc. Non, on dit Jonc. On dit Jonc. D'où ça vient Jonc ? Ça vient que mon vrai prénom c'est Jonathan et que au tout début j'étais quand même un peu dans le milieu du graffiti. Enfin, je suis passé par là quelques temps et du coup j'ai dû trouver un nom d'artiste. Et comme tout le monde m'a toujours appelé Jon, pas de John, justement Jon. Et au moment de devoir écrire mon nom, je trouvais que 3 lettres c'était pas assez, donc j'ai voulu en rajouter une. Et en l'occurrence, c'était le cas d'un peu ça aurait pu être un cul, mais de Jonquille, en fait, parce que c'est un peu mon deuxième surnom, un peu plus intime, on va dire. Mes meilleurs amis qui m'appellent la Jonquille. Et du coup, j'ai rajouté un cul parce que je préférais écrire la forme du cul que du K, du K que du cul. Et puis Jonathan, ça coûtait peut-être cher en peinture à force. C'est trop long, ça va pas du tout. Je ne sais pas si je crois que tu n'as pas encore écouté les épisodes, mais on commence toujours par l'elevator pitch. Donc, je te rappelle le principe, tu rentres dans un ascenseur, il y a Steve Jobs qui rentre avec toi, il te regarde, il fait « Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie ?» Et tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu lui dis ? Waouh. Alors, je lui dis « Salut Steve, déjà bravo pour toute ta carrière, parce que franchement, c'est beau. » Du coup, je lui dis que je suis photographe spécialisé sur les lieux abandonnés qui sont repris par la nature. Enfin, je fais tout un tas de choses, mais vraiment, ça, c'est le sujet qui me passionne le plus et qui me motive le plus vraiment à bouger et à faire des photos. Donc, je voyage, je parcours le monde à la recherche de lieux abandonnés. Et si j'arrive dans ces lieux à trouver des zones un peu reprises par la nature, je déclenche tant que possible. D'accord. On peut te catégoriser dans l'urbex ou c'est un petit peu général peut-être ? On peut, oui, ça c'est un nom un peu générique. Disons que ce que je fais, ça peut se rapprocher à l'urbex. Moi, je me considère comme photographe de lieux abandonnés. Après, oui, concrètement, l'activité, c'est de l'urbex, mais bon, c'est un terme un peu fourre-tout qui me convient pas parfaitement, mais bon, je m'occupe pas exactement qui tu es, c'est ça ? Comment ? Qui n'explique pas exactement qui tu es. Ah non, c'est un peu réducteur, oui, c'est sûr. Est-ce que si je disais que tu es un petit peu aventurier, tu penses que ça cadre avec ta personnalité ? Il faut être un peu aventurier pour faire ce genre de photos ? Ça cadre totalement, je me sens complètement aventurier. Enfin, je l'étais même avant de faire ce genre de photos. J'adore un peu l'adrénaline, justement l'aventure, un peu toutes ces choses un peu qui te font un peu d'excitation, quoi. C'est clairement c'est ça qui me fait bouger, quoi. Il y a une chose qui m'a sauté aux yeux dans ta biographie sur ton site internet. À un moment, tu parles de faire des choix. Donc tu l'as dit en intro. Tu as été dans le milieu du graffiti. Je crois que tu as travaillé dans la finance pendant un moment. Tu as fait de la photo, tu as fait des voyages. Tu as fait beaucoup de choses. Et à un moment, je pense que c'est important qu'on aborde ce point-là parce qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours cette conscience, qui veulent tout faire, tout mélanger tout le temps, sans arrêt. Et je voulais justement te demander de développer un petit peu cette partie-là. Donc, qu'est-ce que c'est faire des choix ? Clairement, à plusieurs moments dans ma vie, j'ai dû faire des choix. Mais le plus gros, ça a été il y a quelques années, quand j'ai dû quitter justement, comme tu disais, une carrière dans la finance. Donc, j'ai fait 10 ans dans la finance de marché en l'occurrence, donc j'étais pas guichet d'une banque, c'était assez physique, assez exigeant, on va dire, à tous les points de vue, donc c'était assez dur de faire quoi que ce soit en parallèle. Et puis en l'occurrence, à un moment, je faisais quand même beaucoup de choses en parallèle, notamment j'étais photographe déjà, lieu abandonné. Ça a commencé par le photographe de graffiti. À force de faire des photos de graffiti, j'en ai moi-même fait pendant quelques années. Du coup, les photos, tout ce qui est un peu art urbain, les voyages, parce que j'ai toujours énormément voyagé. Et plus un boulot, je sais pas, je faisais 60 heures par semaine, en plus, je sais pas, j'ai jamais trop compté, mais c'était très très dur de tout faire. Et donc, effectivement, à un moment, il a fallu faire un choix. Et le choix principal, ça a dû être j'ai arrêté mon boulot, en fait, parce que je pensais, et je pense toujours, que je pourrais m'en sortir de par mon activité de photographe. Donc, j'ai quitté mon boulot.
Et maintenant, je suis photographe à plein temps depuis 3 ans bientôt. On a parlé un petit peu du street art et tout. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qui est-ce qui t'a inspiré plutôt? Est-ce que tu as des photographes, des livres, des photos préférés? Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui sont des sources d'inspiration pour toi? Alors moi, dans le street art, ce qui m'a inspiré, c'est pas des livres ou des photos de street art, hein, c'est vraiment ce que j'ai vu dans la rue. En l'occurrence à Barcelone, c'est là-bas que j'ai vraiment découvert cet univers-là et ça m'a vraiment bouleversé. Enfin, c'est à l'époque Barcelone, c'était vraiment peut-être la capitale mondiale du street art. Bon, peut-être après New York, mais je sais pas. Mais c'était incroyable. Là, tout était absolument recouvert. Certains quartiers, c'était vraiment puis des couleurs incroyables, des sujets incroyables, enfin du talent vraiment énorme partout dans la rue. Et ça m'a vraiment mis une claque énorme. J'avais 19 ans, je crois. Et vraiment, c'était vraiment une découverte qui a changé ma vie parce que depuis ce jour, je suis passionné par tout ce qui est voilà, lié aux arts urbains. Et après, du coup, voilà, en termes de photos ou de livres, bon, j'ai des millions de livres de graffiti, de street art chez moi, mais j'ai pas eu d'inspiration. C'est vraiment la rue, vraiment ce que tu vois vraiment dans la rue, qui m'a fasciné, moi. D'accord, donc c'est plus ton sujet que les photographes en fait qui t'ont précédé, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a des références, d'ailleurs, je me demande s'il y a des références de photographes dans le street art, je suis pas sûr. Alors oui, si, la grande référence, c'est Martha Cooper. C'est une américaine, je crois, je suis pas sûr à 100%, mais bon, c'est elle qui a fait justement les premiers livres sur le sujet. Bon, maintenant, elle est assez âgée, elle doit avoir 60, 70 ans, je sais pas. Et si, clairement, s'il y a une référence, c'est elle. Hein. Je suis pas sûr d'être capable de t'en donner une deuxième, mais clairement, elle, c'est... Ça a existé avant toi. Ah oui, ça, y a pas de problème. Non, mais bon, c'est pas un domaine dans lequel je suis spécialiste, donc c'est vrai que je peux me poser la question. Bon, et puis moi, la photo de graffiti, au début, c'était vraiment... ça fait assez peu de temps, en fait, que j'essaye de faire des photos un peu... on va dire, travailler sur ce sujet, parce que à la limite, quand tu vois une peinture sur un mur, tu vas la cadrer, tu vas prendre soit le collage, mais maintenant j'essaie de prendre un peu le mur, le contexte. C'était ma question, c'est comment on photographie un graffiti, parce que finalement, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de volume. Exactement. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup évolué sur ce sujet-là, parce qu'au début, je faisais des photos un peu vraiment très cadrées, serrées sur l'œuvre. Et maintenant, j'aime bien même attendre que quelqu'un passe, en fait, faire un peu une pause, pas longue, mais tu vois, avoir un peu une ombre qui passe devant, ou cadrer plus large avec la devanture. Et je pense que maintenant, quand je revois mes photos de début des années 2000, là, j'ai du mal à croire que c'est moi qui ai fait ça. Mais... c'est toujours la progression, c'est toujours amusant de voir comment on a évolué avec le temps. Tout à fait. C'est toujours un grand moment. Si je te demande ce qui te fait déclencher, c'est quoi qui fait que tu vas appuyer sur le bouton pour prendre une photo? Alors là, il y a plusieurs, ça dépend de quel sujet on parle. Si on parle de graffiti, mais du coup, je vais répondre plutôt sur mon activité entre guillemets principale sur les lieux abandonnés. Mais moi, ce qui me fascine dans les lieux abandonnés, c'est quand je vois l'impact du passage du temps, en fait. C'est-à-dire des murs, des peintures décrépies, du fer carouillé, justement l'élément essentiel, qui montre le plus cet impact du temps qui est passé, c'est la nature qui est revenue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est vraiment mon sujet un peu fétiche, parce que je trouve ça magnifique. Et du coup, là, quand je vois cet impact du temps, là, moi, j'appelle ça le decay. Enfin, j'appelle ça le decay en règle générale, c'est vraiment l'usure, quoi. Et j'adore voir l'usure sur les murs, un peu partout dans les friches, et ça me fait déclencher vraiment à chaque fois. Tu vois, j'ai visité plein de lieux abandonnés, vraiment, on va dire fraîchement abandonnés, où tu as des murs tout nickel, où tout est nickel, je sors même pas mon appareil. J'ai vraiment besoin de sentir que le temps est passé, qu'il y a vraiment une usure, en fait un cachet, tu vois. C'est ce qui va attirer ton œil, en fait. Ah oui, carrément. Ouais. Donc tu peux passer dans un endroit qui, sur le papier, enfin en tout cas pour un non-initié, va sembler intéressant, et toi ne pas t'y intéresser du tout, en fait. Absolument, et même j'ai l'impression d'expérience que je suis plutôt pas sensible à ce qui sensibilise les autres, et moi je suis assez bizarre sur ce qui me plaît. D'ailleurs, il suffit de voir le sujet des lieux abandonnés. Hein. Moi je suis pas le seul à faire ça, mais on n'est pas non plus très nombreux à photographier des lieux abandonnés. C'est ce qui fait l'originalité peut-être du travail aussi. J'espère. Enfin, moi, c'est plus par sensibilité que par recherche d'originalité. Moi, c'est vraiment, c'est même uniquement. Moi, j'adore. C'est vraiment des atmosphères, des décors vraiment que je trouve incroyables dans ces friches. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Quoi. Alors justement, ça m'amène à la question suivante, puisque tu recherches en fait ces endroits, mais quelque part, on peut se poser la question, est-ce que tu es un photographe qui voyage ou un voyageur qui fait des photos finalement? Alors ouais, ça c'est une très bonne question. En fait, je suis passé de la catégorie du voyageur qui fait des photos à celle du photographe qui voyage. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, avant même de faire des lieux abandonnés, je voyageais vraiment beaucoup. J'avais
quasiment voyagé dans toute l'Amérique du Sud, toute l'Asie du Sud-Est avant de mettre les pieds dans les lieux abandonnés. Donc, et là, je faisais des photos un peu souvenirs comme tout le monde. Et mais depuis que je m'intéresse aux lieux abandonnés, c'est un peu l'inverse. Déjà, j'ai arrêté quasiment toute forme de voyage classique. Je suis pas retourné en Amérique du Sud ou en Asie depuis 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je sais pas. Mais maintenant, par contre, je voyage pour faire des photos de lieux abandonnés. Donc, c'est-à-dire maintenant, par exemple, je suis allé au Japon il y a quelques années, je suis allé au Japon 3 semaines pour photographier des friches. Donc, j'ai visité un peu quelques villes par-ci par-là, mais les 3 quarts du temps, c'était vraiment des friches. Pareil pour la Géorgie récemment, pareil pour, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu d'autre. Il y a eu toute l'Europe de l'Est, tout le Kazakhstan, enfin, toute Taïwan. Donc maintenant, c'est vraiment, je suis vraiment passé d'une catégorie à l'autre là pour répondre à ta question. Et puis c'est assez flagrant, je suis passé de quasiment 100% voyageur photographe à quasiment 100%. De toute façon, moi, je suis assez extrême dans ce que je fais. Enfin, je fais pas les choses à moitié, donc j'ai du mal à quand je me lance dans quelque chose, je suis assez. Enfin, j'aime pas le terme d'extrémiste, mais en gros, je fais pas les choses à moitié. Tu te consacres à 100% à ce que tu vas faire. Je suis à fond dans ce que je fais. Hein. Alors justement, comment est-ce que tu trouves les lieux que tu photographies ? Ça se passe comment pour voyager, puisque tu planifies tes voyages autour de ça ? Comment tu sais que là où tu vas aller, il y a des choses intéressantes et originales, parce que l'idée, j'imagine que c'est pas de refaire ce que les autres ont fait à l'époque d'Instagram, où tu vas poster un truc et tout le monde va débarquer dans les 10 jours qui suivent. Comment tu trouves des lieux qui n'ont pas encore été défrichés par quelqu'un d'autre ? Ça, c'est une très bonne question aussi. Et en fait, trouver le lieu, c'est en fait ce qu'il y a de plus dur. Parce qu'après, à la limite, il s'agit de prendre un billet d'avion ou de prendre sa voiture, aller sur place. Bon, après, essayer de rentrer, ça peut être une autre part de manche. Hein. Parfois, c'est très, très compliqué. Mais bon, après, un photographe sait faire des photos, donc quand tu es sur place, tu fais la photo. Oui, la photo est assez simple en fait, mais c'est tout ce qui va autour qui est compliqué dans ta. Voilà, exactement. Et en l'occurrence, trouver le lieu, ça peut être ce qui est le plus dur dans ce que je fais. Et donc, c'est des heures de recherche sur Internet, sur les navigateurs, les satellites, en vue satellite, zoomer à fond. Et je passe des heures, des jours à scruter les zones que j'ai en tête. Donc, par exemple, quand je suis allé au Japon, j'ai scruté le Japon. Évidemment, pas tout le Japon, mais certaines zones où je pensais aller. Mais enfin, cela dit, par exemple, pour l'Arménie, qui est un pays plus petit, où je devais aller l'année dernière pendant le confinement, c'est un tout petit pays et c'est très très rural, donc il y a très très rural, donc il y a plein de zones où il y a rien clairement. Donc j'ai scruté en fait l'intégralité de la surface du pays qui est habitée. Et donc ça m'a pris une semaine. J'ai fait ça, je sais pas, 5-6 heures par jour. J'ai trouvé, je sais pas, 300 adresses. Et après, sur ces 300 adresses, j'ai fait une petite sélection des 50-60 qui me paraissaient les plus prometteuses. J'ai fait un itinéraire et puis après il y avait plus qu'à acheter le billet d'avion, mais bon, en l'occurrence j'ai pas pu le faire parce qu'on était en février ou mars l'année dernière, donc ce sera une question que je te poserai tout à l'heure justement. Ouais, ça marche. En termes d'organisation toujours, il y a 2 questions que je me pose. La première, c'est est-ce que tu te balades avec beaucoup de matériel ? J'ai en tête Eric Bouvet avec sa chambre qui est gigantesque, qui pèse 25 kilos, qui part un peu dans tous les sens. Toi, j'imagine que tu pars avec du matériel un peu plus léger, mais est-ce que ça représente quand même beaucoup de volume ? Est-ce que tu as un gros choix d'objectifs par rapport au sujet que tu peux photographier ? Et la deuxième, c'est est-ce que c'est pas dangereux comme spécialité ? Je vais répondre déjà pour le matériel. Dans moi, le matériel, j'ai une quinzaine de kilos sur le dos à peu près. Donc en gros, j'ai deux 5D. Pendant longtemps, j'en avais qu'un et comme en gros, ça répond aussi à ta question par rapport tu parlais d'objectifs. En gros, moi, je shoot soit au grand angle, soit au zoom un peu classique. Et souvent, c'est des pièces assez exiguës, donc il y a quand même assez souvent besoin d'un grand angle. Mais voilà, de temps en temps, j'ai envie de faire une vue un peu plus détail sur un objet. Donc, pendant longtemps, j'avais un boîtier, j'alternais entre un grand angle et un zoom. Et souvent, c'est des lieux assez poussiéreux où tu peux pas trop, t'es pas trop à l'aise pour changer d'objectif, surtout à le faire souvent. Donc j'ai vite acheté un deuxième boîtier et maintenant sur un boîtier j'ai un grand angle. Bon là je switch entre un 14 Canon ou un 17 TSE et donc voilà selon que je veux décentrer ou pas, donc 14 ou 17 sur l'un et l'autre j'ai tout le temps mon zoom un peu polyvalent et donc en fait soit j'en ai un autour du cou et un sur un trépied. Donc toujours voilà, j'ai toujours le trépied déplié avec un appareil et l'autre autour du cou et voilà quand je veux changer je pose le trépied puis je switch et donc ça fait quand même 2 boîtiers, 3 objectifs, un
un trépied qui fait 4 kilos, bah, je suis à 15-16 kilos. Et donc, tu vois, quand tu crapahutes de monter des étages dans des usines abandonnées ou quoi, à la fin de la journée, tes reins, c'est. Ouais, puis il faut faire attention en plus parce que t'as pas, enfin, il peut y avoir des trous, des choses. Ah bah là, on arrive à ta deuxième question, tu vois, que j'avais déjà oublié. Donc, effectivement, les dangers. Bah, en fait, moi, je dirais qu'il y a 3 dangers. Le premier danger, bah, c'est celui que tu viens de citer, c'est tomber dans un trou. Enfin, après un trou, on va dire un plancher un peu pourri. Donc là, ça c'est clairement un gros risque. Mais voilà, c'est à toi de faire attention. Tu peux compter que sur toi. Après, le deuxième risque, c'est de se faire attraper. Il y a des lieux qui sont sécurisés, donc soit des sociétés de sécurité ou des agents de sécu ou des gardiens ou quoi que ce soit, voire même des propriétaires qui peuvent habiter pas loin. Donc ça clairement voilà, c'est le risque un peu légal, on va dire. Bon, moi je me suis déjà fait attraper des dizaines de fois, mais bon à chaque fois là t'expliques que t'es photographe, que t'es pas là pour voler, pour taguer justement, pour casser ou quoi. Donc j'ai jamais eu de poursuite, on va dire. Je me suis une fois ils ont appelé la police, mais voilà, j'ai expliqué, ils ont pris ma carte d'identité, ils m'ont laissé partir. J'ai eu une seule fois affaire à la police sur je sais pas peut-être une cinquantaine ou 100 où je me suis fait vraiment attraper ou on va dire un peu attrapé par un voisin ou par un gardien. Et le troisième risque, à la limite, c'est celui qui est le plus dangereux, c'est de tomber sur un peu, on va dire, faire des mauvaises rencontres. Donc là, moi, j'ai jamais eu de problème. Je suis assez souvent tombé sur un peu des voleurs de métaux ou des choses comme ça, des squatteurs, mais voilà, enfin, à chaque fois, en fait, chacun fait sa vie dans son coin. On fait un peu comme si on n'avait pas vu l'autre, mais j'ai jamais eu de problème. Bon, là, je touche du bois. Hop, voilà. Mais voleur de métaux, c'est arrivé assez souvent, squatter aussi, mais j'ai jamais eu un peu de gens un peu qui cherchaient la bagarre ou quoi. Qui se disent tiens, 2,5D, ça peut valoir un peu d'argent. Ah ouais, surtout 2,5D, plus c'est surtout aussi le 14, il coûte le même prix, le 17, il coûte le même prix quasiment, un peu moins. Donc ouais, c'est sûr. Tu préviens des gens où tu vas, tu pars en groupe, comment ça se passe? Alors pendant longtemps, je partais tout seul parce que j'adore, me retrouver. Tout à l'heure, je te parlais d'atmosphère. En fait, j'adore me retrouver dans ces ambiances tout seul. Ça décuple un peu la sensation de l'expérience, quoi. Et bon, après, je me suis quand même rendu compte que c'était quand même pas terrible, surtout par rapport au fait des trous et des planchers pourris dont on parlait tout à l'heure. Du coup, maintenant, j'aime bien partir avec une personne qui est pas tout le temps la même, mais j'aime pas être plus que deux. Par contre, parce qu'après, c'est quand t'as des petits lieux où tu dois limite attendre que l'autre ait fini pour faire une photo, ça c'est pas concevable pour moi d'être dans ce système-là. Du coup, je pars avec un pote ou un autre. Mais et donc oui, par rapport au fait de prévenir, maintenant j'ai une copine qui est assez inquiète par nature, donc maintenant je lui donne la liste des adresses où je vais. Mais sinon non, je préviens. Enfin oui, je préviens. Voilà, je lui donne la liste des adresses. Après, concrètement. La prudence de base, quoi, mais c'est pas. Oui, voilà, mais c'est pas non. À partir du moment où t'es deux, tu vois, une fois clairement, c'était l'année dernière, je suis tombé dans un trou en Italie, une piscine. En fait, c'était l'automne et il y avait une espèce de plaque en verre au sol qui était recouverte par un tapis de feuilles mortes. Du coup, j'ai pas vu, je marchais sur une plaque en verre. Et en fait, avant, il y avait une espèce de grille en métal sous la plaque, mais voilà, elle était rouillée. Et du coup, moi, mes 95 kilos plus les 15 dont je parlais tout à l'heure, tu vois, on est à 110 quand même. Donc, tu vois, la plaque en dessous, elle a pas tenu. Ma jambe a traversé la grille, la plaque en verre, tout. Et je me suis retrouvé au niveau, en gros, du haut de ma cuisse. Donc, heureusement, j'avais un jean épais, mais tu vois, enfin, j'aurais été tourné, tout seul avec un jean. Ça aurait été l'été, j'aurais été en petit pantalon un peu de toile là. Et j'aurais pu avoir un bout de verre qui m'éventrait toute la jambe. Là, ça aurait pu être très très grave. Mais voilà, j'ai mon pote qui est venu. Enfin, je l'ai un peu appelé, j'ai un peu crié. Il est venu, il m'a aidé à sortir, surtout à prendre mon trépied qui était dans ma main. Enfin, mon trépied, j'avais 8 kilos dans une main. Je lui ai posé, et puis après je lui ai donné, je veux dire, et j'ai pu après pousser. Mais surtout, voilà, j'avais l'impression que j'avais du verre un peu partout. Donc, j'ai préféré pas bouger et vraiment l'appeler. Là, tout seul, ça aurait été une autre histoire. Une autre histoire, ouais, c'est clair. Tu dois choisir entre toi et ton appareil photo quelque part. Ouais. Là, tout seul, voilà, clairement, j'aurais lâché l'appareil, mais c'était plus si jamais j'avais eu un pantalon moins épais. Là, j'aurais pu bien m'ouvrir la jambe, quoi. Dans la liste des pays que tu as donné tout à l'heure, il y a pas mal de pays de l'ex-URSS. Est-ce que c'est une terre de choix dans le domaine? J'ai l'impression qu'il y a plus de sujets là-bas, non? Alors, d'une part, il y a plus de sujets là-bas parce que voilà, c'est quand l'URSS a éclaté,
elle a laissé derrière elle des pays un peu sans trop de ressources, on va dire. Donc beaucoup de choses ont été abandonnées au début des années 90. Et en plus, moi, je suis assez passionné par l'imagerie soviétique, disons. J'adore voir des fresques soviétiques. Je trouve ça magnifique. Et du coup, maintenant, je voyage énormément dans ces zones-là pour trouver ce genre de fresques, même des statues, même des monuments. Enfin, moi, tout ce qui touche à l'architecture brutaliste ou vraiment le réalisme socialiste, on appelle ça. Vraiment, je suis ultra fan de tout ça. Et du coup, maintenant, je pense que d'ailleurs, j'ai fait toute l'ex-URSS en Europe de l'Est. D'ailleurs, j'en ai fait un livre. Et j'ai commencé à attaquer le Caucase, l'Asie centrale avec la Géorgie, le Kazakhstan. Je devais aller dans d'autres pays de cette zone-là, Azerbaïdjan, Arménie, l'année dernière. Mais bon, voilà, confinement, j'ai pas pu. On en reparlera tout à l'heure, je crois. Mais oui, moi, cette zone-là, pour moi, c'est le paradis. Hein. D'un côté pour les lieux abandonnés et de l'autre pour tout ce qui est imagerie soviétique. Il cumule les deux choses qui t'intéressent. Pour un truc qui est de la nature, alors là, c'est jackpot. Hein. Oui, ils ont absolument tout. Effectivement, c'est vrai que le côté où il y a eu des choses qui ont été abandonnées, en plus, la période correspond assez, puisque c'est début des années 90, donc c'est des choses qui ont 30 ans maintenant. On est pile dans ce que tu recherches finalement, un côté moderne avec en même temps la nature qui a eu le temps de reprendre ses droits. Bon, voilà, et c'est pour ça, je sais pas si tu comptes en parler tout à l'heure, mais c'est pour ça que Tchernobyl, pour moi, c'est une destination exceptionnelle parce que, quand j'y suis allé pour la première fois en 2015, j'ai été, là pour le coup, c'est pareil, bouleversé comme pour mon premier graffiti. Hein. C'est une zone, j'allais dire c'est unique au monde, évidemment, c'est unique au monde, mais c'est pour moi dans mon univers de recherche je parlais de cachet tout à l'heure. Là-bas, c'est le temps s'est arrêté il y a 30 ans. T'as plus un mur qui a pas la peinture écaillée, t'as plus une barre de fer qui est pas rouillée, t'as de la nature partout, t'as de l'imagerie soviétique omniprésente. Donc, il n'y a plus personne là-bas, donc ça n'a pas été touché depuis 30 ans, quoi. C'est un peu touché parce qu'il y a quand même du tourisme et des gens, on va dire des touristes qui bougent les choses. Donc les photographes, je pense pas qu'ils aient un impact. Mais bon, l'énorme partie du flux de touristes qui va à Tchernobyl, c'est des Ukrainiens de Kiev qui font l'aller-retour sur la journée. Et c'est des gens, un peu, qui sont pas là pour respecter quoi que ce soit. Et c'est des curieux qui font un peu n'importe quoi. Et eux, en l'occurrence, c'est eux clairement qui détériorent le site, quoi. D'accord, c'est Disneyland pour eux quelque part. C'est exactement ça. Ouais. Ils font la sortie un peu. Je généralise pas, hein, mais disons que j'ai croisé énormément de ce genre de groupe dont j'ai vraiment c'est pas un cliché ou quoi, c'est vraiment par expérience, et c'est des groupes des bus de 20 à 30 et voilà, ils touchent les choses, ils rigolent, c'est vraiment le Disneyland, la sortie un peu du week-end qu'on fait entre amis pour comme ça, quoi. C'est marrant parce qu'on n'imagine pas Tchernobyl qu'il y a du monde, quoi. En fait, la zone est immense, hein. Donc si tu vas en semaine hors saison, tu croises pas grand monde. Mais tu vas l'été en week-end, là t'as tout Kiev, t'as tout Kiev, non, mais je sais pas, tu dois avoir 50 bus par jour qui arrivent de Kiev. Mais ouais, il y a justement l'été, le samedi, dimanche, t'as plein de monde. Hein. Il me semble que j'ai vu quelque part que tu faisais des workshops là-bas. Alors, c'est pas vraiment des workshops, mais effectivement, en fait, j'y suis allé 3 fois tout seul. Ouais. Et en fait, ça coûte très cher. Et du coup, en fait, je me suis mis tout seul, ça coûte très cher. Et du coup, je me suis mis à essayer de constituer des petits groupes pour essayer de mutualiser un peu la location de voiture, j'allais dire le guide. Maintenant, le guide, c'est moi qui fais le guide, mais on va dire qu'il faut avoir un contact local qui gère, on va dire, la paperasserie. Et du coup, ça coûte cher. Du coup, maintenant, j'organise des petits groupes. On part à 5 ou 6 sur 5 jours. Et effectivement, donc j'y suis allé 3 fois tout seul. Et après, je me suis dit, je pouvais plus continuer à payer à chaque fois 3 000 € parce que j'avais envie d'y aller encore plein de fois. Ouais. Et donc, maintenant, dès que j'ai 4-5 personnes, avec moi on est 6, je monte un groupe, on y va. Et puis, comme ça, j'y suis allé 4 fois. Donc, j'ai amené 4 groupes à chaque fois, 4 ou 5 personnes sur 4 ou 5 jours. Et puis là, tu vois, l'année dernière, je devais y aller 3 fois. J'avais 3 groupes, avril, juillet, septembre. J'en ai fait 0 finalement à cause du Covid. Et là, j'ai un groupe normalement fin mai là. Donc j'espère que ça va le faire. Mais normalement, le 24 mai, je vais à Tchernobyl pour mon 8e trip là-bas. Il y a un livre qui est prévu ou pas ? Ouais, bien sûr. J'ai un livre j'ai un livre prévu sur un peu tous les sujets qui me. Mais oui, j'ai un livre en 3 tomes sur Tchernobyl que j'ai prévu de faire là. Mais bon, là c'est. En fait, j'ai pas encore envie de me poser sur ce projet-là parce que je sais que je vais encore y aller plein de fois.
En fait, c'est quand le jour où je me dis ok, j'ai fait le tour, je veux plus y aller, je mets un peu à plat tout ce que j'ai et là je ferai un livre. Mais là c'est trop tôt encore. C'est un projet au long cours en fait. Ah, exactement. Là, à chaque fois que j'y vais, je fais comme j'amène des gens qui parfois n'y sont jamais allés, bah, je dois refaire un peu tous les classiques, la grande roue, la piscine, enfin les classiques. Et du coup, je refais un peu les mêmes photos, je vois l'évolution. Mais à chaque fois, j'essaye d'aller dans des endroits où je suis jamais allé. Et donc, j'amène aussi des gens qui sont avec moi. On reste évidemment tout le temps ensemble. Et du coup, à chaque fois que j'y vais, j'ajoute un peu à ma collection, entre guillemets, je sais pas comment dire, mais des nouveaux lieux de la zone. Donc, j'incrémente ma base de données, on va dire, je sais pas trop comment qualifier ça, mais sur Tchernobyl, enfin, ma matière, en gros, pour faire un livre, je l'incrémente un peu à chaque fois un lieu ou deux ou trois ou quatre ou cinq, et donc au fur et à mesure, tu vois, ça fait vraiment une base. Je pense que franchement, j'ai une photothèque, on peut dire, de Tchernobyl qui est franchement conséquente. Elle est pas mal, hein. Ouais. Ouais. En termes de lieux, enfin, il y a plein de lieux où pas grand monde est allé, par exemple. Enfin, souvent, quand tu vas à Tchernobyl, tu vas à Pripyat et tu vas pas forcément dans les petits bleds à 40 bornes de la centrale où il y a une école perdue dans la forêt, où tu peux faire que ça dans la journée. Donc maintenant, j'ai vraiment des lieux assez variés. Ouais. Tu parles, juste je rebondis dessus parce que c'est quelque chose qui me parle pas mal en ce moment. Tu parles de retourner au même endroit en fait et de voir l'évolution des photos. Moi, c'est quelque chose que je constate en ce moment parce qu'avec les confinements, on avait le droit de sortir à 1 kilomètre pendant un temps de chez soi. Donc, tu as tendance à retourner un peu toujours dans les endroits assez similaires et à essayer de les regarder sous un autre angle. Tu constates une grosse évolution. Ça fait combien de temps que tu vas à Tchernobyl ? Complètement. Je vois mes premières photos de mai 2015 à Tchernobyl. Clairement, il y en aura pas beaucoup dans le livre, hein, sur Tchernobyl, c'est clair. Ne serait-ce que le cadrage, j'ai beaucoup amélioré, on va dire, mon cadrage, parce qu'au début, en fait, il n'y en avait pas spécialement, donc c'était pas dur à améliorer. Est-ce que le fait que tu te sois professionnalisé entre-temps, en fait, parce qu'en 2015, tu n'avais pas encore lâché ton travail. Ouais, exactement. Mais en fait, c'est pas le fait que je me sois professionnalisé qui m'a fait améliorer ma technique, c'est le fait que je me suis intéressé à comment faire une belle photo, comment cadrer correctement, comment mettre en valeur ce que je veux montrer. Avant, encore en 2015, j'avais déjà quand même commencé à m'inquiéter de tout ça quand même. Mais je vois quand même une grosse évolution entre les premières photos de Tchernobyl et aujourd'hui, clairement. D'accord, tu as eu plus de temps en fait à y consacrer. Ouais, oui. On revient à l'importance de faire des choix. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Quand tu veux faire les choses bien, tu peux pas tout faire de toute façon. Alors, justement, en parlant de tout faire, il y a une partie de ton travail qui est un tout petit peu éclipsée par le reste, qui est regroupée sur ton site dans la catégorie Other Works, en anglais, autres travaux. Ah bon. Ouais. Et je voulais t'en parler un petit peu parce que on a tendance souvent à résumer un photographe, alors au-delà du fait de résumer une carrière de photographe à quelques images qui sont souvent moins de 5, on a tendance à résumer un photographe à la spécialité pour laquelle on le connaît. Donc dans ton cas, ça va être l'exploration urbaine et la nature qui reprend ses droits sur le monde un petit peu abandonné, le monde moderne un petit peu abandonné. Mais dans cette partie, il y a plein de projets alternatifs en fait dans ta vie où par exemple tu vas prendre des photos des vitrines de magasins avec les reflets dans les vitrines, où tu vas aller la série m'a marqué parce que j'ai acheté il y a pas longtemps un livre de Harry Gruyère là-dessus, où tu es dans les aéroports et tu fais pas mal d'images des aéroports. Lui a fait ça pendant 30 ou 40 ans et on a fait un livre récemment. Je voulais parler un petit peu de ça avec toi parce que je trouve qu'on a tendance à oublier toutes ces, alors vraiment entre guillemets petites séries qu'on peut faire à côté de notre travail principal. En fait, ça, moi, c'est des séries qui sont à côté, mais qui sont tout aussi importantes parce que, par exemple, une des dernières séries là, c'est The Day After. En fait, ça fait 5 ans que je fais des photos sur ce sujet. Je viens juste de la mettre sur mon site parce que j'avais pas traité, je gardais ça un peu sous le coude, et ça, c'est pour moi, c'est ultra important comme série. Pareil, les mannequins dans les vitrines, les aéroports, ça, c'est des séries en fait où je me suis rendu compte que c'était un sujet qui me plaisait simplement. Les mannequins, par exemple, j'étais à Amsterdam pour un enterrement de vie de garçon en 2000, je sais plus combien, 13 ou 14 avec des potes. On se balade dans la rue et là j'ai vu un reflet, un mannequin, un reflet, un immeuble d'en face se refléter. J'ai adoré cette vue. Du coup j'ai fait une photo et en fait ça a été la première, et depuis à chaque fois, en fait depuis je cherche
où que j'aille dans le monde, je cherche ce genre de reflets, ce genre de choses. Et pareil pour les aéroports. Une fois, je crois que la première, c'était à Bucarest, ou en revenant d'un trip de friche en Roumanie. Et j'ai vu, il avait plu, il y avait des reflets sur le tarmac. J'ai fait une photo. Et après, du coup, je me suis dit, tiens, j'avais sorti mon appareil, je suis allé me promener, puis j'en ai fait d'autres dans l'aéroport. Et en fait, ça a été pareil, le début. Je me suis rendu compte qu'après, dans les aéroports, tu avais beaucoup de symétrie, de lumière, de reflets sur le sol. C'est très vitré un aéroport, donc tu as beaucoup de reflets aussi de l'extérieur quand tu es à l'intérieur. Il y a plein de lignes aussi. Exactement, plein de lignes. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis sur mon, voilà, les lignes, les symétries, les géométries, c'est ce que je mets sur mon site. Et du coup, après, à partir de ce moment-là, tous les aéroports, je fais des photos. D'ailleurs, j'ai appelé ma série, voilà, I never wait for a plane. J'attends jamais un avion. C'est vrai parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai passé la sécurité, je vadrouille et j'arrive dans la salle d'embarquement au moment où on embarque. Donc, t'as une heure de street photographie dans l'aéroport finalement. Ouais, puis oui, je photographie un peu les gens, mais j'aime bien aussi les architectures, c'est vrai que j'essaie de mettre des gens un maximum sur ce genre de photos. Normalement, je suis pas trop fan des gens sur les photos. Tu vois, même les mannequins, c'est pas des vrais gens. Ouais. Mais bon, par contre, voilà, The Day After là sur l'URSS, là, il y a vraiment l'essence de la série, c'est vraiment les gens qui vivent au milieu des reliques du RSS. Mais tu vois, tu parles de la série d'Harry Gruyaert sur. Mais tu vois, je connaissais même pas. J'ai déjà, je suis autodidacte et j'ai une culture photo qui est très très limitée. Ça, je l'avoue sans problème. Hein. Je connais pas énormément de l'histoire de la photo ou de l'univers des photographes un peu. Lui, évidemment, je le connaissais de nom, mais je connais pas spécialement son travail. Et tu vois, je suis content d'avoir trouvé un thème qui a été aussi cher à un autre grand photographe, parce que, pour moi, c'est ce thème-là des aéroports, c'est. Je te dis, à chaque fois que je vais dans un aéroport, je fais des photos, donc c'est quand même un sujet qui m'occupe. Et puis les mannequins, c'est pareil. Hein, dès que je vais dans une ville, même pour les vacances comme ça, je fais des photos de mannequins dans les vitrines. Donc c'est vraiment des sujets omniprésents. Et c'est bien, du coup, merci de me faire en parler, parce que c'est vrai que personne me pose jamais de questions sur ces sujets un peu annexes, mais qui sont pour moi largement aussi importants, quoi. En fait, ce que je trouve important et ce que je trouve intéressant dans ces séries-là, c'est que parfois, on a l'impression qu'un photographe, t'as pas d'inspiration en fait, parce que tu es sur un sujet, bloqué sur un sujet, verrouillé sur un sujet totalement, et que tu vois, par exemple, on peut dire que tu peux pas voyager, donc tu peux pas faire de photos. Dans ton cas, l'impression, ça peut être ça. C'est la question logique et légitime, c'est de dire tu peux pas voyager, donc t'as pas pu faire de photos cette année. Et en fait, tu peux tout à fait aller en bas de chez toi faire des photos des mannequins dans la rue, ou aller à Orly faire des photos, ou te retrouver dans le métro et faire une série dans le métro. Et on néglige un peu souvent le fait que tu peux faire plein de petites choses qui te gardent vif finalement. Exactement. Et moi, ces séries-là aussi, je pense que d'une certaine manière, je l'ai jamais réfléchi comme ça, mais moi, je pense que j'ai un certain œil de photographe. Je cherche les lumières, les lignes et tout. Et je pense que c'est aussi une manière de montrer que je fais pas que des friches, et que je sais trouver un peu de. Après, peut-être que ça plaît pas aux gens, je sais pas. Moi, c'est vraiment des photos que je fais pour moi et qui me plaisent à moi. Mais du coup, je les mets sur mon site parce que voilà, pour montrer ce que je fais d'autre. Mais c'est aussi, je pense, que c'est aussi une manière de montrer que tu peux avoir un œil sensible à d'autres choses. Et puis tu peux faire un sujet qui a été fait et refait, mais finalement le faire à ta sauce aussi. Voilà, tu vois, moi, les aéroports, je savais pas que quiconque avait déjà fait on m'a dit une fois que quelqu'un avait fait, j'ai oublié le nom, mais que quelqu'un avait déjà fait une série assez connue sur les mannequins. Bon, tant mieux pour lui, c'est très bien. Moi, je fais la mienne de mon côté. Non, mais je te dis ça parce que moi, j'ai découvert ça récemment. J'avais cette tendance à regarder un peu de haut les gens qui se prenaient en photo, leurs reflets par exemple, tu vois, ou à regarder en disant tout le monde l'a fait, refait, ça n'a aucun intérêt que je fasse des photos comme ça. Et finalement, je l'ai fait presque par hasard et je me suis pris au jeu. Et je me suis rendu compte que même si ça a été fait et abordé et refait, finalement, ce sera toujours ton image à toi, parce que de toute façon, ton œil est unique et ta situation est unique en fait. Ah exactement. Et en fait, je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. En fait, si tu as envie de faire quelque chose qui te parle et que tu penses que c'est quelque chose qui te parle, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir un sujet qui te motive. Puis des fois, c'est ces photos-là bateau qui te lancent aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir une journée où il se passe rien, et finalement, tu as un petit truc comme ça qui se met sur ton chemin, et ça te lance, ou ça te sauve ta journée en tout cas. Exactement, ouais.
Donc voilà, je voulais aborder ça aussi parce que je trouve ça hyper important. Je suis content d'en avoir parlé. On va parler d'une image en particulier maintenant, qui est, alors avec ton accord, on la publiera dans l'article qui accompagnera l'épisode. Cette image, c'est un escalator rouge, aux parois rouges, qui est au milieu de la nature, qui a repris ses droits. Et on va aussi aborder son pendant, qui est une autre de tes séries, qui s'appelle Urban Jungle. Alors la première déjà, c'est de nous expliquer un petit peu le contexte de cette image. La deuxième question, c'est de nous expliquer ce que c'est que cette série Urban Jungle et pourquoi tu revisites tes photos de cette manière-là. Ok, un vaste programme. Donc déjà cette photo, c'est un hippodrome en région parisienne. J'ai tendance à ne pas donner les adresses exactes parce que j'ai pas envie que tout le monde y aille, détériore ou casse ou tag ou quoi. Mais je peux dire que c'est en région parisienne. Surtout que maintenant c'est sursécurisé, on peut plus trop y aller. Il y a des gens qui squattent un peu. C'est assez bizarre si c'est des squatteurs ou des. Bon, disons qu'on peut plus y aller, quoi. Et donc c'est un hippodrome. Et ça, c'était un escalator qui permettait d'arriver à la partie des gradins de l'hippodrome. Et effectivement, moi j'ai vu ça. Enfin, j'ai vu le rouge, la lumière qui tapait dedans vraiment en plein phare là. C'était j'ai adoré cette photo et elle est dans mon top 20 depuis que je l'ai shootée parce que il y a des lignes aussi un peu arrondies, il y a évidemment la nature qui revient et ce rouge il est fou. En fait, moi j'adore les couleurs comme ça fortes, bien lumineuses. Et puis c'est tout ce que ça dit aussi. Enfin voilà, c'est une machine humaine qui a arrêté. Et voilà, ça parle beaucoup. Là, ça parle de l'époque. Voilà, on abandonne des structures. Ça, cet escalator, tu le démontes, tu le remontes ailleurs, il fonctionne, il n'y a pas de problème. Enfin, maintenant, je pense qu'il est un peu rouillé, mais tu vois, on laisse des choses derrière nous qu'on ne devrait pas laisser, quoi. Tu savais pas que tu allais tomber là-dessus en arrivant là-bas? Ah non, du tout, non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, j'essaie au maximum de. Bon, on voit beaucoup de photos tournées de lui abandonner, mais j'essaye moi au maximum de pas regarder d'albums ou enfin d'albums. C'est pas comme quand tu vas visiter, je sais pas, Angkor Wat et que tu tapes Angkor Wat et tu vois des photos, mais t'as plein de gens qui publient des albums entiers de lieux. Après, tu cherches l'adresse, tu trouves. Mais moi, je fais vraiment en sorte de rien voir de là où je vais. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est exactement pareil pour le voyage en fait. Quand je vais quelque part, et c'est comme même le cinéma, tu vois, je vais jamais regarder une bande-annonce avant d'aller voir un film. Ouais. J'aime pas me spoiler. Tu sais à peu près où tu vas, mais t'as pas les détails. Voilà. Et du coup, donc je savais pas du tout, j'allais tomber là-dessus. Même l'hippodrome, j'avais aucune idée de ce à quoi il ressemblait. Je savais qu'il y avait un hippodrome abandonné dans telle ville. Voilà, donc j'y suis allé. Je savais pas comment rentrer. J'ai fait le tour. On était deux, on a fait le tour pendant 1 heure pour trouver un accès. Après, on a vu que c'était gardé. Du coup, on a été il a fallu être un peu furtif. Enfin, c'était beaucoup moins gardé à l'époque que maintenant. Et puis voilà, j'ai vu ça. Franchement, moi, les couleurs. J'ai une photo aussi en Serbie d'un château avec du rose, une espèce de rose presque fuchsia, mais ça te marque, ça te saute aux yeux. Moi, j'adore la force de la couleur. Ouais, la couleur pétante au milieu de la nature verte. Ouais. Et puis aussi, tout ça j'ai déjà dit, mais tout un peu l'aspect philosophique des choses, quoi. Une machine humaine qui est arrêtée comme ça et qui commence par se faire reprendre doucement. C'est pas flagrant là, le retour de la nature, mais bon, tu vois quand même que le bas de l'escalator il commence à être tout vert. Donc là, j'aime bien. La nature reprend ses droits. C'est un bon choix de photo que tu as fait de me parler de celle-là. Ah bah de toute façon, elle est tellement évidente en fait. Elle sort. Je sais pas si c'est le rouge ou les lignes ou quoi, mais elle sort vraiment. Tu la vois tout de suite, quoi. Un peu de tout. Du coup, son pendant dans ta série Urban Jungle, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette série? Urban Jungle, c'est un peu la suite de ma. Enfin, d'ailleurs, c'est vrai, je l'ai pas encore dit, mais la série qui de toutes ces photos de lieux abandonnés repris par la nature, je l'ai appelé Naturalia. Et en fait, Urban Jungle, c'est un peu le développement de Naturalia dans un délire un peu plus art plastique. Donc, moi, en fait, je sais pas, avec mes photos, j'ai l'impression que j'arrive pas à dire tout ce que j'ai envie de dire sur le sujet de la nature qui reprend ce que l'homme a abandonné. Et du coup, j'ai eu cette idée d'aller un peu un cran au-dessus, à même encore rajouter des animaux. Donc, en gros, j'imprime mes photos sur toile, parce que c'est plus facile après pour faire des choses dessus, en grand format. Donc, grand format. Généralement, je fais ça sur 60-90. Et après, donc là, je fais 2 choses. Donc, j'ajoute de la peinture un peu sur les bords en blanc qui rentre vers l'intérieur. Ça, c'est pour un peu figurer le fait que le lieu il est en train de disparaître. Et après, j'ajoute des animaux aussi que j'ai photographiés
en l'occurrence, l'escalator, c'est les pingouins que j'ai photographiés en Patagonie en 2007, je crois. Et donc, et je les ajoute pour montrer l'étape du dessus. Donc, au début, t'as la nature qui revient, et t'as aussi, après, carrément les animaux. Et là, à terme, donc le lieu disparaît, les animaux reviennent, et voilà, l'homme, il n'y a plus de traces de l'homme. C'est marrant parce qu'en fait, tu dis ça, on a eu pendant le premier confinement des animaux qui se baladaient dans la ville. Exactement. Tu te disais à l'époque où tu as fait cette image-là que ça pouvait être une réalité, ou c'était juste, tu t'es dit tiens, on va juste figurer le truc, mais t'avais pas imaginé que ça pouvait se présenter dans la vraie vie? Non, c'est clair, je l'ai pas du tout imaginé. Et surtout que si tu te commences à imaginer ça, c'est plutôt mauvais signe pour l'humanité. Ça veut dire qu'il y a plus trop de, enfin, c'est un peu I Am Legend ou des choses comme ça. Donc, Ouais. vaut mieux pas trop qu'on arrive là. Mais non, moi, ça fait 2-3 ans que j'avais ça en tête. J'avais pas pris le temps de le faire parce que j'avais beaucoup d'autres projets. Et j'ai pris le temps, justement, c'est le premier confinement justement qui m'a un peu fait avancer là-dessus. Et je crois que j'ai publié la première photo vers vers la fin du confinement ou quelque chose comme ça. Et puis depuis, j'en ai fait 2 autres. J'en ai une troisième, une quatrième là que j'ai sous les yeux là, qui est pas finie encore. Mais, j'avance doucement sur ce projet-là. J'avance pas du tout aussi vite que je voudrais parce que j'ai plein d'idées, mais je peux pas les mettre en œuvre. J'ai pas assez de temps là-dessus, et je manque de place aussi chez moi pour peindre, pour découper, pour coller, pour ça prend. Et voilà. Et pourquoi, en gros, je crois que je t'ai pas répondu. C'est en fait, j'ai l'impression de pas dire tout ce que je veux dire via les photos. Donc ça permet d'aller plus loin dans le discours, de montrer en gros le monde après l'homme, même si c'est pas du tout pessimiste, hein, mais c'est montrer un peu le cran du dessus. Et puis c'est aussi le fait que je me sens je sais pas, c'est bizarre à dire, mais je me sens un peu artiste qui a envie de faire des choses de ses mains plus que de la photo. Donc je sais pas, la peinture, le collage, c'est des choses, c'est vraiment un peu le côté plastique qui m'attire, et j'ai envie de faire ça aussi en plus des photos, quoi. D'accord. Donc, C'est un peu ton côté street art qui revient quand même. peut-être aussi, oui, peut-être aussi, parce que c'est vrai, d'ailleurs, on en a pas parlé, je crois, mais tu m'en as parlé en préparation de l'interview, je crois. À l'époque, je collais, au moment où je peignais aussi en friche, je collais mes photos de voyage dans la rue. C'était une de mes questions dès la partie suivante. On va l'aborder maintenant. On va l'aborder maintenant. On l'aborde maintenant, bon. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'était 2013-2014. En fait, je collais mes photos dans la rue parce que je sais pas, c'était une manière d'expression. J'avais envie de m'exprimer comme ça aussi. Et du coup, j'imprimais mes photos de voyage. Donc c'était du A3, je crois, à l'époque, plus ou moins. Et en fait, j'avais mis un espèce de filtre Photoshop que j'avais créé, et qui morcelait un peu la photo, et qui la rendait un peu comme un puzzle. Et le but, c'était de montrer que l'image, en fait, que j'affichais, c'était un peu comme un souvenir dans ma tête, et que je partageais mes souvenirs. En fait, l'image, c'était pas juste une photo imprimée et collée, c'était vraiment une photo un peu morcelée pour montrer que je partageais mes souvenirs, comme une image qui n'était pas tout à fait nette, que je dévoilais, mais vraiment, c'était plus partager un souvenir que partager une photo. Et du coup, j'avais fait ça pendant, je sais pas, un an ou deux. J'avais collé des photos d'un peu d'Inde, Cuba, Turquie, Cambodge, un peu tous mes voyages juste avant, quoi, mes voyages de 2010, 11, 12. Et donc, j'avais pas mal collé quand même pendant. Mais voilà, enfin, ça, plus le boulot, plus la photo un peu de friche, un peu la peinture en friche aussi. Clairement, voilà, on revient au choix, mais j'ai pas pu continuer longtemps, parce que même si ça, franchement, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Vraiment, j'adore. C'est une vraie démarche d'artiste, en fait. Ah, absolument. Et justement, cette époque où je collais et où je peignais en friche, et pour moi, en termes d'effervescence dans ma tête, c'était de créativité, c'est la meilleure époque pour moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai voulu garder mon nom d'artiste de l'époque où je faisais des peintures en friche, parce que c'est vraiment une époque pour moi qui a été la meilleure de ma vie. Je pense, j'étais surmotivé, excité par le projet artistique, surinspiré. C'était vraiment génial. Mais voilà, à l'époque, j'allais aussi beaucoup dans. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a un peu zappé toute la partie du début, mais avant les lieux abandonnés, je faisais beaucoup vraiment l'urbex pur, pour le coup, urban exploration, donc exploration urbaine, c'est les catacombes, les métros, les toits, et c'est ça aussi qui prenait énormément de temps. Donc il y avait ces 3 choses-là à Paris, plus le collage, plus la peinture, plus les photos, plus le travail. Donc là, bon, t'imagines que le choix, t'es obligé de le faire. Hein. C'est clair. T'avais quel âge à l'époque ? Ça, c'était, j'avais 25, quoi, 25 ans. Ça s'est fait entre 25 et 30, on va dire. Entre 23 et 28, allez. 23, c'est l'enthousiasme de la jeunesse. Ouais, exactement. Je suis toujours aussi, maintenant, je fais toujours autant de choses, mais cadré sur la photo.
Du coup, les bouquins, des expos, des choses comme ça. Mais enfin, je fais toujours autant de choses, hein, clairement, mais tout est centré sur la photo. T'as fait des choix. T'as fait des choix. Voilà. Moi, j'ai fait des choix. Pour, Non, tout est... pour que ton message y passe, des fois, il faut le focaliser un petit peu, en fait. Ouais, exactement. C'est plus efficace, peut-être, de faire une série de livres que, effectivement, de faire quelque chose de plus original qui est de faire des expositions sauvages dans la rue, en fait, en affichant ses photos. Mais où, finalement, on va peut-être moins les voir. T'as moins d'impact. Ouais, bah alors, les photos que je collais dans la rue, c'était vraiment pas du tout l'idée de faire une exposition ou quoi. J'avais vraiment envie de coller mes photos dans la rue, quoi. C'était pas bon pour montrer je crois même pas que je signais mes photos, hein. C'était vraiment, j'avais envie de coller dans la rue, j'avais envie de m'exprimer dans la rue, j'avais envie de marcher la nuit avec mon pot de colle et mon rouleau et coller. C'était vraiment, ouais, je crois pas que je signais, donc tu vois, c'était pas un truc égomaniaque de montrer mes photos au maximum de gens, pas du tout. Non, mais c'est du street art. C'est pas, enfin, le street art n'a pas toujours l'objet de la reconnaissance forcément de Non, l'artiste. pour beaucoup, si, malheureusement. Mais enfin, moi, c'était pas du tout l'idée. Mais non, c'était vraiment une expression. Voilà, s'exprimer dans la rue. J'avais vu plein de gens le faire. J'étais très proche de plein d'artistes qui le faisaient et qui le faisaient très bien. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de le faire. J'ai envie ça. Et c'était pas une envie. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui me parlait à l'intérieur, quoi. J'ai pas fait ça pour rentrer dans une mode de street art ou quoi. C'était vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, hein, c'est Urban Jungle. J'ai commencé un peu à la coller dans la rue. Malheureusement, il y a eu le deuxième confinement, juste. Puis maintenant, voilà, je crois que tu peux plus trop sortir. Donc j'ai pu le faire, je crois qu'une fois, hein, j'ai juste collé mes perroquets. Mais là, j'ai les pingouins justement qui sont prêts à les coller, la girafe aussi. Mais je l'ai pas encore fait parce que voilà, c'est un peu compliqué. Mais tu vois, je suis trop content de recommencer à coller dans la rue avec Urban Jungle parce que c'est vraiment quelque chose qui m'excite énormément, quoi. D'accord. T'as des quartiers particuliers où tu vas ou c'est J'adore Montmartre, la butte aux Cailles, le Marais, enfin les quartiers un peu qui ont une âme, quoi. Et tu vois, la première série urbaine, la première photo de la série Urban Jungle, les perroquets, je suis allé la coller à Montmartre parce que c'est vraiment là où à l'époque où je faisais des photos de street art, j'allais beaucoup photographier à Montmartre le street art. Pareil pour la butte aux Cailles, pareil pour le Marais. Enfin, mais ça va être les trois quartiers où je vais le plus coller, je pense, cette série-là. Mais ouais, sinon, ouais, comme ça, j'ai pas d'autres zones, on va dire. Mais sinon, il y a toujours des petites rues fétiches ou des rues vraiment connues pour le street art. Où tu vas aller. C'est là où on va te retrouver, en fait. Voilà. On va lancer une chasse. Voilà. ça va être pas mal. Alors justement, puisqu'on parle des images que tu mets en avant comme ça, qu'est-ce que tu voudrais qu'il reste comme image de toi quand tu seras vers la fin de ta carrière? Est-ce que tu l'as déjà faite? Est-ce que tu as une idée de ce que tu voudrais qu'on retienne de ta carrière? Ouais, c'est compliqué, mais déjà, je pense que là, le sujet sur lequel je travaille aujourd'hui, qui est vraiment mon sujet qui me touche, donc la nature sur les lieux abandonnés, qui reprend les lieux abandonnés, c'est vraiment un sujet qui m'est cher, et je pense que c'est un sujet qui va encore m'occuper pendant de très très longues années. Donc, je pense qu'au final, s'il y aura déjà un sujet à retenir, ce sera celui-là, même si voilà, je vais continuer tout le reste parce que c'est les mannequins, les aéroports, tout ça, c'est des choses que je fais par sensibilité, par envie, il y a rien personne me force à faire un quelconque travail sur quoi que ce soit. Donc, mais vraiment la nature sur les lieux abandonnés, je pense que c'est vraiment un sujet qui va m'occuper encore très 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 longtemps. Et du coup, je pense que ça va être là-dessus. Et alors la photo, toi, tu me demandais une photo. C'est dur, mais tu vois, par exemple, la photo que j'ai choisie pour la couverture du livre qui sort la semaine prochaine, là, Naturalia 2, c'est un hangar à Taïwan. Et cette photo, pour moi, elle est très forte parce que c'est vraiment tu sens vraiment la structure humaine, la construction vraiment humaine, donc une arche en métal, espèce de hangar un peu avec des arches métalliques, une vraie structure, quoi, avec le toit en tôle qui est complètement déchiqueté. Et tu as une jungle incroyable à l'intérieur. Et déjà, cette photo-là, pour moi, elle représente vraiment la force de la nature. Tu avais un hangar, je sais pas, qui devait faire 10 000 mètres carrés. Là, tu commences à avoir des arbres qui effleurent le toit. Il y a quasiment plus de tôle. Donc, bientôt, les arbres vont dépasser. Puis tout va s'écrouler. Et Ça résume bien ce que tu cherches. Ça dégage une force incroyable. Et oui, ça résume
En fait, toutes les photos, là, tu vois, par exemple, la serre, c'est une magnifique architecture où tu as du lierre qui revient, enfin, le réservoir à Taïwan aussi où tu as du lierre qui pense l'extérieur et qui rentre par l'extérieur. Enfin, à chaque fois, toutes ces photos-là, pour moi, elles expriment vraiment bien le fait que la nature revient, que la nature reprendra tout. Mais celle-là, à Taïwan, l'entrepôt, là, je trouve elle est forte de par le volume du lieu, la quantité d'arbres. Et que quelle que soit la taille de la construction humaine, elle se fera bouffer de toute façon, quoi. Exactement. Quelle que soit la taille, et d'ailleurs c'est ce que je dis dans le texte aussi, quoi que ce soit, une école, une église, tout ce que tu veux, enfin, la nature reprendra tout, quoi. Quoi que l'homme abandonne, la nature le reprendra, et ça c'est très très fort pour moi. Si on part plus côté travail, business, sur ton site, j'ai vu qu'il y a pas mal de textes. Alors toi, tu avais l'air de dire que tu avais l'impression qu'il n'y en avait pas assez. Moi, je trouve que par rapport à ce que je vois de sites de photographes, habituellement, il y a beaucoup de textes pour expliquer tes images. Justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a ce texte ? Ben alors effectivement, déjà j'ai l'impression effectivement qu'il n'y en a pas beaucoup, donc il va y en avoir beaucoup plus sur les quelques mois à venir là. Mais en fait pour moi une photo, enfin bon elle est censée parler d'elle-même, hein, surtout les photos de nature dans le lieu abandonné, c'est très clair, c'est très fort, c'est très parlant. Mais pour moi il y a besoin de mettre un discours à côté pour même à la limite rajouter de la force. Une photo seule ça peut parler, ça peut dire des choses, d'ailleurs ça doit dire des choses, mais avec un texte un peu fort, bah là tu décuples un peu l'effet et du coup une photo forte avec un texte fort, bah pour moi l'ensemble est plus fort évidemment. Donc pour moi c'est une évidence qu'il faut mettre des textes à côté des photos. Et d'ailleurs c'est pour ça que tu vois j'ai plein de séries sur mon site dans l'onglet The Lost World, le monde perdu, où j'ai mis des séries sur je sais pas tout ce qui est le thème du religieux, le thème de la maison, le thème voilà. Et tu vois il y a pas, pour beaucoup là il y a pas de texte. C'est à ça que je pensais quand je disais qu'il y en aura beaucoup plus bientôt, parce que j'ai l'impression d'avoir balancé des séries comme ça sans rien dire, et pour moi c'est pas concevable. Donc je vais ajouter un texte pour chacune de ces séries. Donc là il y a un boulot énorme. Mais même tu vois les séries sur les mannequins et les aéroports, il y a des tout petits textes, mais sans les mannequins il y a un vrai texte. Le jour d'après il y a un vrai texte. Je suis pas sûr qu'à l'aéroport il y a un vrai texte, mais je tends à rajouter des textes vraiment sur toutes les séries pour renforcer le discours, quoi. D'accord. Des fois, je me dis, moi, que si tu n'as pas la capacité de mettre un texte sur tes photos, finalement, c'est que tu n'es peut-être pas assez focalisé et que tu te balades un peu trop au hasard. Alors, c'est possible. Et bon, il y a aussi la capacité aussi de savoir écrire. Moi, je sais que je suis pas du tout. C'est vraiment mon gros problème, c'est que je suis pas du tout fort pour rédiger correctement un texte. Et donc, c'est pour ça que récemment, j'ai fait appel à une amie elle est pour le coup, qui est très très forte là-dedans. Et donc, c'est elle qui m'a écrit le texte sur les mannequins, le texte sur la vie au milieu des vestiges de l'URSS. C'est Amélie d'ailleurs que vraiment je remercie encore une nouvelle fois. Et du coup, voilà, donc c'est soit la capacité vraiment littéraire et aussi le fait de s'éparpiller, ou effectivement tu vois, enfin mes différentes séries à l'intérieur du thème The Lost World, s'il n'y a pas de texte, c'est aussi parce que je me suis pas encore assez penché dessus. On va dire j'ai trié mes photos par thème, j'ai balancé ça là, et je me suis pas encore trop impliqué sur ces séries. Mais par exemple il y a une série qui s'appelle par exemple Deus Ex Machina, qui est sur l'industrie, en gros. Mais tu vois, pour moi, c'est une série qui est super forte. Peut-être qu'un jour, je ferai un livre qui s'appelle Deus Ex Machina. Mais donc, tu vois, forcément, j'aurai besoin d'un texte. Mais tu vois, pour moi, c'est pas concevable de mettre une série comme ça avec des friches industrielles, des machines, des usines abandonnées incroyables, et de balancer ça comme ça sans un mot à côté. Donc, clairement, à terme, il y aura un texte sur chacune de ces séries. Et donc, tu vois, il y aura bientôt beaucoup plus de textes sur ce site. Ça développe en tout cas. Ouais. Alors, puisqu'on parle des séries, puisqu'on parle des livres, comment est-ce que tu décides de ces sujets-là ? Est-ce que tu pars avec une idée en tête dès le départ, ou est-ce que ça vient après, quand tu te rends compte qu'il y a des points communs entre certaines de tes photos ? J'ai jamais fait des photos en me disant je vais faire un livre. Enfin, en gros, j'ai les photos et je me rends compte qu'il y a de quoi faire un livre, donc je fais un livre. D'accord. Par exemple, alors il y a pas, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, mais par exemple, tu vois les Spomenix, donc c'est les monuments commémoratifs de la Seconde Guerre mondiale en ex-Yougoslavie. Je suis allé une première fois dans les Balkans, j'ai fait un grand trip, j'ai shooté des monuments. Je suis revenu, j'ai vu les photos, je me dis, mais ça c'est quand même, c'est incroyable, ces monuments, l'architecture folle, surtout le background de ces monuments, c'est vraiment la résistance yougoslave, les partisans de Tito, c'est incroyable. Et du coup, je me suis dit, je vais retourner dans les Balkans, je vais faire d'autres photos et je ferai un livre.
mais bon, j'avais déjà quand même une base. Donc le deuxième voyage pour re-shooter des monuments, là, j'avais vraiment déjà l'idée en tête. Par contre, tu vois, les reliques soviétiques en Europe de l'Est, Goodbye Lenin, là, tu vois, je me suis rendu compte que j'avais des photos sur ce thème dans toute l'Europe de l'Est. Je me suis dit, il faut faire un bouquin. Mais par contre, comme pour Expomenix, il me manquait la Biélorussie et la Moldavie. Et je me disais, c'est dommage d'avoir un livre sur les friches soviétiques en Europe de l'Est. Du coup, je suis allé en Moldavie pour shooter les friches soviétiques. Je suis allé en Biélorussie pour shooter les friches. Et là, du coup, j'avais vraiment le projet complet, toute l'Europe de l'Est, tous les pays. Et j'ai fait le bouquin Goodbye Lenin. D'accord, donc tu as complété quand même. Mais J'ai complété avec deux pays sur 12, je crois. Au départ, c'était. Au départ, voilà, je suis allé en Ukraine shooter les friches. Je suis allé dans les pays baltes pour shooter les friches. Pareil pour l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Bulgarie. Et puis à la fin, tu te rends compte que tu as de la matière pour. En fait, je bouge beaucoup. Enfin, je bouge vraiment énormément pour shooter les friches. Du coup, je produis énormément de matière. Et du coup, après, c'est à l'intérieur de ça, j'ai des sujets qui me sont très chers, comme la nature. J'ai fait un bouquin. Le graffiti, j'ai fait un bouquin. Les reliques soviétiques, j'ai fait un bouquin. Bon, c'est le fait de créer beaucoup de matière qui te dit, il y a un moment, faut le montrer, quoi. Donc, tu postes sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais bon, ça sert un peu à rien. Tu fais un album sur ton site, ça c'est très bien, mais bon, voilà, ça reste un album sur un site. Moi, j'adore, en fait, depuis que je suis tout petit, là, autour de moi, là, j'ai des centaines de bouquins. J'adore les bouquins. Donc, en fait, il y a un moment, je me suis dit, voilà, j'ai plein de photos, il faut que je fasse des bouquins. Pour moi, l'objet bouquin, c'est un objet vraiment qui est très important. Donc, pour moi, c'était évident à un moment, il y a quelques années, là, quand j'ai commencé vraiment à avoir beaucoup, beaucoup de photos de lui abandonnées, je me suis dit, il faut que je fasse un peu une sélection, je fasse un peu et que je montre le meilleur au sein de livres, quoi. En tout cas, sa vie, c'est éternel, quoi. Le livre, une fois qu'il existe. Ça, j'espère. Après, il a sa vie à lui, en fait, que tu sais plus. En fait, tu peux pas le suivre, mais il va passer de main en main et peut-être tu vas inspirer une personne. J'espère que. Ouais, c'est sûr, c'est l'objet. Mais c'est ça que j'aime aussi, moi, c'est l'objet. Pourtant, je suis pas fan, j'ai pas beaucoup d'objets chez moi, mais tu as des bouquins, par contre, j'en ai énormément, j'adore l'objet. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai monté même ma maison d'édition là, pour le prochain livre. Je sais pas si c'est quelque chose dont tu avais prévu de parler, mais maintenant j'ai carrément. Bon, j'ai sorti 5 livres, j'ai plein de projets de livres. C'est une galère sans nom à chaque fois de démarcher les maisons d'édition, donc j'en ai marre. Et donc je me suis dit, comme voilà, j'ai 10 projets là dans les cartons, je vais pas galérer à chaque fois pour démarcher. Donc j'ai monté ma maison d'édition et donc maintenant je publierai tous mes prochains livres sous ma maison, quoi. Ce qui te permet d'être plus efficace, plus rapide, plus efficace, plus tout. Hein. Franchement, tu perds plus le temps. T'es libre en fait. Ouais, libre, voilà. Moi, ouais, exactement. Plus libre. De toute façon, c'est le même boulot, mais. Ah bah oui, c'est beaucoup plus de boulot. Ouais. Parce que mes précédents livres, en gros, tu t'envoies les photos. Tu démarches, tu passes un temps fou à démarcher. Par contre, quand t'as trouvé, t'envoies tes 200 photos, le texte d'intro et tout, et puis tu fais plus rien. C'est un graphiste qui va tout faire. C'est eux qui gèrent la distribution, la diffusion, qui gèrent tout. Là, j'ai dû trouver un graphiste, j'ai dû trouver un imprimeur. Je dois gérer toute la logistique. Là, si tu veux, la semaine prochaine, j'ai 2000 livres qui arrivent chez moi. Donc, bon, c'est comment dire que dans mon appart parisien, ça va être compliqué. Mais donc voilà. Puis après ça, faut que j'ai fait un contrat avec un diffuseur, donc c'est génial. Je vais pouvoir diffuser dans toutes les librairies et les Fnac et compagnie. Donc ça, c'est génial. Mais disons que non, c'est beaucoup plus de boulot d'avoir ma maison, clairement. Mais après, l'idée, c'est aussi, voilà, tu parlais un peu l'idée de cette partie-là de ton interview, c'était de parler des finances. Clairement aussi, moi, je me suis rendu compte que quand t'es auteur avec une maison, tu gagnes en gros 1 euro par livre. Ouais. Un livre qui est vendu 35 euros, il te rapporte 1 euro. Pour moi, c'est assez moyen, cette fois, de faire ce constat. Là, tu vois, par exemple, le Goodbye Lenin, j'ai fait 15 voyages dans 12 pays. C'est un budget, j'ai jamais compté. Parce que c'était pas l'idée. Mais tu te rends compte, a posteriori, que ton bouquin, il t'a coûté une fortune. Et après, tu fais un. Non, mais après, bon, c'est pas l'idée d'être rentable moi, j'ai pas fait ces bouquins ni pour gagner de l'argent, ni pour être rentable, ni quoi que ce soit. Maintenant, dans le cas de ma maison, bien sûr, ça c'est clair, je veux pas perdre de l'argent. Mais je suis quand même parti du constat que je peux pas, maintenant que c'est mon boulot, je peux pas gagner 1 euro par livre, quoi. C'est clair. Donc, mais après, cela dit, ça se trouve, je vais, là, avec mon premier bouquin de Jonc Édition, si ça se trouve, je vais même pas gagner 1 euro par livre, je vais peut-être même perdre. Là, j'ai dû investir énormément pour imprimer 2000 livres, j'ai payé un graphiste, j'ai payé un traducteur, c'est énorme, l'investissement. Donc, d'ici à ce que j'en vende pour rembourser déjà tout ça et gagner l'équivalent de 1 euro par livre, ça se trouve, j'y arriverai jamais. Mais au moins, tu vois, j'ai tout fait tout seul, je peux compter que sur moi, et je suis très content d'avoir pris le risque, en tout cas.
Là, c'était ma question suivante, justement, c'est comment est-ce qu'on finance tout ça? Mais tu viens d'y répondre. Tout ça, les livres déjà, c'est mes deniers personnels, hein. En partie évidemment, j'ai fait un Ulule, hein, bien sûr, Ouais. qui a bien marché vu que j'ai atteint l'objectif, qui m'a payé la moitié des besoins en financement. Donc j'ai fait un Ulule, 15 000 euros, je mets 15 000 euros, donc tu vois le budget c'est 30 000 euros. Et sinon, comment on finance tout le reste, c'est par les voyages et tout. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une carrière un peu successful, on va dire, avant. Donc, j'ai mis un peu d'argent de côté. Donc, pour l'instant, je peux financer avec tout ça. Mais bon, ça a une limite. Hein. Il faut clairement que. Le but à un moment, c'est que ça s'autofinance. Ah bah oui. Bah là, ça y est, maintenant, je suis arrivé à un moment où clairement toute mon activité s'autofinance. Ça fait déjà. En fait, quasiment au moment où j'ai quitté mon boulot, j'avais déjà fait pas plein d'expos, deux bouquins. Je crois quand j'ai quitté mon boulot, j'avais déjà fait un ou deux bouquins. Et du coup, quasiment au début, mon activité de photo s'autofinançait. Mais après, ce qu'il faut, c'est pas que la photo s'autofinance, c'est que la photo paye mon crédit sur mon appart, ma voiture et compagnie. Et donc là, par contre, ça c'est notre part de manche parce que quand tu vis à Paris, c'est pas le même. Là, tu vois, l'activité de photo, au final, j'ai quasiment plus de voyages. Quand tu vends des prints, forcément, moi, j'imprime à la demande, donc j'ai pas besoin de sortir de capitaux, on va dire. Donc, c'est vraiment, c'est pas dur, surtout en ce moment, d'autofinancer l'activité de photographe. Bon, cela dit, même en 2019, où j'ai fait une année de voyage vraiment énormissime. Donc là, cette année-là a été, on va dire, flat. J'ai gagné autant que ce que ça m'a coûté, donc déjà c'était bien, et puis ça s'est développé 2020 cette année aussi. Donc on va dire que la photo, quasiment depuis le début, elle s'autofinance. Par contre, voilà, ce qu'il faut, c'est que je puisse en vivre, quoi. Donc là, pour l'instant, toute la partie vie à côté personnel, elle vit sur mes économies. Mais ça, c'est bon, ça, comme je disais tout à l'heure, ça a une limite, hein. Donc il faut que maintenant la photo paye pour la photo et le perso. Mais c'est motivant. Ah ouais, ça c'est sûr. Et surtout quand maintenant je suis tout seul. J'aime bien l'idée de ne pouvoir compter que sur moi. Donc, tu vois, tu t'envoies des mails pour des expos, pour des bouquins. Enfin, maintenant les mails pour les bouquins, c'est plus les mêmes qu'avant, mais tu vois, tout ce qui est diffusion, librairie et compagnie. Mais non, c'est super motivant de bosser pour soi en fait. Ouais. Ça c'est sûr. On parlait des choix tout à l'heure, c'est certainement le choix le plus important que j'ai fait, c'est de quitter mon boulot parce que j'avais quand même une situation ultra privilégiée, on va dire. Mais je regrette pas une seconde ce choix, hein. On va arriver à la conclusion de l'épisode. Ouais. Tu as répondu à la dernière question qui était est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui, combien de temps ça a mis, mais tu y as répondu directement. La conclusion de l'épisode, c'est quoi le pire moment de ta carrière de photographe? Déjà, si on parle vraiment de carrière de photographe, donc ça fait que 3 ans, hein. Mais même avant, de toute façon. Le pire moment. C'est de tomber dans le trou? Oui, ça c'est sûr que oui, là, c'est sûr, il va y avoir un blanc à couper du coup. Mais c'est sûr que là, le tomber dans le trou, au final, j'ai pas eu la moindre égratignure parce que j'avais un jean épais. Mais attends, le pire moment. En fait, déjà, là, tu vois, en 2020, pendant le confinement, j'ai travaillé sur deux projets de livres, Naturalia 2 qui va sortir là sous ma maison d'édition et un autre dont je parle pas encore qui va sortir l'année prochaine et qui sont pour moi vraiment des livres, surtout le deuxième de l'année prochaine, qui sont vraiment des super projets. Notamment le deuxième, j'ai inventé une histoire, un scénario que mon amie Amélie a rédigé parfaitement. Et tu vois, j'ai présenté ça à plein de maisons d'édition et j'ai pas eu aucune en a voulu. Et ça pour moi, tu vois, c'était un échec. C'était pas pas vraiment le pire moment, mais c'était vraiment un échec parce que j'ai un projet vraiment auquel je crois à fond, que je considère comme mon meilleur travail depuis toujours. Et tu vois, je l'ai présenté à une trentaine de maisons d'édition et j'en ai pas une qui m'a dit oui. Et tu vois, ça m'a conforté aussi au final, je suis très content. Et vraiment, je suis ultra content de sortir ce livre sous ma maison d'édition. Donc ça, c'est vraiment tant mieux. Mais tu vois, c'est assez, c'est assez frustrant d'avoir un super projet et de pas voir de retour en face. D'être le seul à y croire. Voilà, d'être le seul à y croire. Mais tu vois, c'est des échecs qui au final, tu vois, ce livre va sortir l'année prochaine, c'est sûr à 100%. Je suis sûr qu'il va marcher. Donc tu vois, c'est des échecs, succès, des petits échecs. De chaque réponse négative de tel ou tel éditeur, c'est un petit échec, mais qui vont faire, je suis sûr, un gros succès l'année prochaine. Ma philosophie, c'est que c'est dans les coups durs en fait qu'on trouve les meilleures opportunités. Ouais, ça c'est sûr. Hein, Je pense que c'est
On aura le bilan l'an prochain, mais déjà je mettrai les liens de tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant dans les notes d'épisode, comme ça les gens pourront aller déjà acheter les livres qui sont déjà sortis, puisqu'au moment où ce sera diffusé, on parle du livre qui sort la semaine prochaine, mais quand l'épisode sera diffusé, il sera sorti depuis un petit mois. Et donc il sera déjà disponible, donc il y aura le lien dans les notes d'épisode si vous voulez aller, chers auditeurs, soutenir un artiste. C'est par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Alors le meilleur moment, c'est peut-être quand j'ai fait l'expérience de Baïkonour, vraiment toute l'aventure pour photographier Baïkonour. Ça c'était vraiment j'étais vraiment sur un nuage, dans une espèce de bulle d'adrénaline pendant 72 heures. Après, c'est le meilleur moment, je sais pas, mais tu peux dire aussi la sortie de mon premier livre ou la sortie du prochain livre, tu vois. Mais non, vraiment, en termes d'activité de photographe de friche, Baïkonour, c'était vraiment une aventure. Tu vois, c'est la seule aventure vraiment en elle-même dont j'ai fait un livre. Sinon, tous les autres livres, c'est plein de voyages, plein de trips différents, mais Baïkonour, c'est 72 heures dans une zone sécurisée militaire russe. Avec des patrouilles, tu photographies en plus des navettes spatiales, une fusée abandonnée, donc c'est fou. Tu marches 20 km la nuit à la frontale, tu plonges au sol quand tu vois des phares de voitures qui arrivent, tu manges des conserves pendant 3 jours. C'est une aventure, quoi. Une aventure, c'est une aventure, c'est l'aventure pour moi. Là, tu vois, je commence à avoir visité quand même un gros paquet de lieux abandonnés, et celle-là, c'est clairement la première, quasiment à tous les niveaux, hein, au point de vue de l'aventure, de l'expédition pour photographier le sujet, mais aussi de la force, parce que de la force de ce que tu photographies, parce que des navettes spatiales, déjà voir une navette spatiale dans sa vie, c'est pas commun, mais en plus d'abandonner, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup sur Terre, et puis en plus voilà, en plein milieu d'un site actif, il y avait un lancement, il y a une fusée, c'était pas prévu, elle devait avoir lieu plus tard, ce lancement, mais à cause des conditions météo, il a été avancé. Et donc, il a eu lieu le soir où on était, un des 2 soirs où on était sur zone. Donc, c'est patrouille renforcée, grosse mission. Tout concentré, toute ton expérience concentrée en 2 jours, quoi. Exactement, parce que ça a un peu inclus tout ce que j'ai connu dans les lieux abandonnés. À part passer le pied dans un trou avec. Mais non, franchement. Et puis surtout la sensation en fait quand ça s'est fini. Donc on a quelqu'un qui nous a ramené sur la route principale pour les 20 derniers kilomètres. Et en fait le ouf de soulagement, cette sensation de ça y est, on l'a fait, on est enfin sorti on peut plus se faire attraper. Mais en fait le sentiment de satisfaction, mais ça c'est un truc que tu vis pas souvent dans ta vie. En fait, je pense que moi je l'ai pas beaucoup senti. Mais j'ai déjà eu différents succès, je sais pas, mais c'est vraiment ça, cette sensation de satisfaction d'arriver sur la route principale là où tu es avec le monsieur tout le monde qui va au travail ou qui va faire ses courses. C'est on a fait le truc, on est sorti d'une zone militaire gardée où on est resté 3 jours. Et là vraiment cette sensation de plénitude, j'ai envie de dire, on était vraiment sur un nuage. On l'a fait. Et je finis mon livre, je crois, par We Did It. Donc c'est vraiment on l'a fait, quoi. Et non, ça c'est vraiment, franchement, c'est le plus beau en termes d'aventure et tout. C'est vraiment la plus grosse satisfaction, c'est ça, je pense, aujourd'hui. Dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Alors, en ce moment, je parle avec Stanley Leroux, qui est jury d'un concours photo que j'organise, dans le cadre d'un festival que j'organise aussi dans 2 mois, là. Donc, je l'ai découvert il y a quelques mois. Et c'est un super photographe, il est très sympa. Qui fait quoi? Il est photographe animalier. T'aimes bien la photographie animalière, alors? En fait, on est parti pour une demi-heure là, mais, non, mais en fait, c'est de l'époque où je voyageais surtout, où je voyageais avant de faire des friches. Et j'adorais en fait voir les animaux. Tu vois, je te parlais de Patagonie. Vraiment, j'adore les animaux. Après, je suis pas du tout photographe animalier. Déjà, rien qu'en termes de matos, il faut du matos, des zooms, exceptionnels, des zooms incroyables. Mais j'adore les animaux. J'adore regarder les photos des bons photographes animaliers. Franchement, ça fait voyager, ça fait je sais pas, la faune sauvage, pour moi, c'est quelque chose de vraiment beau à voir. Donc, moi, j'adore la photo animalière. C'est une spécialité qu'on n'a pas encore eue dans le podcast, donc je note ça attentivement. Ouais. Et puis, on va prendre contact. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver déjà sur mon site, qui condense un peu tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, joncphotographie.com, avec un petit tiret entre les deux. Mais sinon, Facebook, Jonc Photographie, Instagram, @jonjonc. J'ai 3 Instagram. Déjà, il faut aller sur le premier qui est le principal, où je mets mon travail principal sur la nature qui reprend les lieux abandonnés.
Mais donc voilà, non, sinon je dirais juste Instagram, voilà, jonjonque avec 4K. Je mettrai de toute façon les liens dans les notes d'épisode. Comme ça, les gens n'auront pas à chercher trop longtemps. Et il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode. C'était super de discuter avec toi. Bah, merci à toi, non, c'était un plaisir aussi de discuter. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également visiter le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ciao, ciao.